D'abord parce que chez nous, quand je dis chez nous, notamment en France, dans les pays du Nord, c'est une crise insidieuse qui n'occasionne pas des souffrances immédiatement palpables. Et donc ça ne provoque pas de réaction immédiate et on doit se fier à des écrits, à des rapports, à des expertises, mais on ne peut pas l'apercevoir par nos sens. Donc ça explique les choses. On sait les choses, mais on a du mal à y croire. Ça, c'est, à mon avis, la première raison. La deuxième raison, c'est que quand on regarde la cause des changements climatiques, l'origine de la crise climatique, elle trouve ses fondements dans les fondamentaux de notre modèle économique. Donc ça crée une forme de refoulement chez beaucoup, parce que c'est une telle remise en cause que dans une période en plus de crise, on s'est dit, oula, il y a en plus ça à traiter. Et ça oblige en plus à prendre en compte une dimension nouvelle, qui est la dimension du long terme. Dans une époque où en plus le court terme se manifeste et s'exprime à chaque instant. Les intérêts particuliers se manifestent à chaque seconde. Donc il y a une pression du court terme sur le politique qui rend difficile la prise en compte du long terme. Donc voilà, tout ça explique. Et puis dernière chose, comme c'est un enjeu universel, si certains États ont le sentiment que cet enjeu universel n'est pris en compte ou traduit dans les faits que par une petite partie de l'humanité ou de la communauté internationale, ça les dissuade. Donc pour traiter un enjeu universel, il faut qu'il y ait une ambition universelle. Le message premier que je donne, c'est « Je vous en supplie, ne sacrifiez pas l'avenir au présent ». Essayez évidemment de répondre aux souffrances, aux exigences de vos concitoyens, mais à un moment ou à un autre, mettez-vous dans l'état d'esprit des parents. Pensez à vos enfants. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ce que nous décidons aujourd'hui détermine pour le meilleur ou pour le pire l'avenir de nos enfants, où que ce soit. Que le Canada, dans sa grandeur spatiale, ne se pense pas immunisé ou à l'abri des conséquences du changement climatique. C'est un élément d'instabilité mondiale dans un monde qui n'en a pas besoin. Et le Canada sera concerné. Et l'est déjà aussi sur des impacts purement environnementaux. Donc, oubliez les postures politiques, idéologiques un temps. Oubliez simplement, je dirais, les intérêts nationaux et essayez de nous voir avec cette espèce de communauté de destin comme une famille humaine et intégrer que, comme le disait Martin Luther King, sur une autre cause, où nous sommes condamnés à apprendre à vivre ensemble, où nous allons tous mourir comme des idiots, moi je dis où nous sommes condamnés à agir ensemble, où nous allons tous souffrir comme des idiots. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour abonder le fonds vert, pour le climat, pour aider les pays du Sud à s'adapter. On a besoin d'eux parce que c'est leur intérêt d'anticiper sur l'économie et le modèle énergétique de demain. Le Canada n'est pas monolithique dans son état d'esprit vis-à-vis de ces sujets-là. Dans chaque province, il y a une ambition différenciée. Québec, la Colombie-Britannique sont plus en opposition que le gouvernement fédéral d'Ottawa. Mais voilà, si le Canada pouvait donner un signal justement positif d'engagement avant Paris, je pense qu'il sous-estime l'impact positif et la responsabilité, je dirais, positive et historique qu'il pourrait prendre par rapport à un enjeu majeur pour le XXIe siècle. Alors la COP21, en fait, c'est un mandat onusien, c'est un processus onusien. Il se trouve que géographiquement, ces conférences tournent dans le monde. Là, c'était cette zone géographique qui devait l'accueillir. Il y a un seul pays qui s'est porté candidat, c'est la France, qui va donc accueillir 194 États. Et l'objectif des Nations Unies à Paris, qui a été défini dans les COP précédentes, c'est d'arriver à un accord global, juridiquement
contraignant, accord universel, dont l'objectif unique, c'est de contenir en cours de siècle les changements climatiques à 2 degrés d'élévation. Et c'est ça l'objectif de Paris. Et il n'y en a pas d'autre. Pourquoi 2 degrés? Parce que c'est le moins tragique pour l'humanité. Alors, idéalement, il faudrait même être en deçà de 2 degrés. Mais ça n'est plus à notre portée, visiblement. Alors que 2 degrés est à notre portée. Donc ça, c'est l'objectif de Paris. Il faut maintenant, ouvrir les vannes du changement. Donc maintenant qu'on sait dans des technologies d'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, entre autres, de nouveaux modèles agricoles, dans le transport, dans la ville durable, on sait faire, on sait beaucoup mieux faire, et qu'il y a non seulement des technologies, mais il y a même un modèle économique. Et c'est pour ça que la France a décidé d'appréhender la COP Climat avec ce qu'elle appelle l'agenda positif, pour valoriser tout ce qui appartient à la solution. On voit bien qu'il y a une espèce d'hésitation des responsables politiques pour basculer dans la nouvelle économie, parce qu'en période de crise, il y a une forme de frilosité, on se dit mon Dieu, où est-ce qu'on va? Et il faut qu'ils se sentent pousser des ailes de l'audace par une mobilisation positive, mais massive, des citoyens au-delà de leurs différences. J'allais dire presque des parents, parce qu'en fait c'est l'avenir de leur enfant qui joue. Donc il faut qu'à chaque occasion, il y a eu des marches pour le climat récentes, il y a les réseaux sociaux qui permettent de soutenir toute forme d'initiative, de se manifester, il y a des bulletins de vote éventuellement dans certains pays. Il faut que les gens, au-delà des difficultés quotidiennes auxquelles ils sont confrontés, se manifestent de toute manière. Voilà. Il faut aussi que dans leur choix de consommation, quand ils ont le choix, eh bien, ils encouragent évidemment les produits, les services qui eux-mêmes vont dans le bon sens, c'est-à-dire les moins impactants sur les changements climatiques. Il y a mille et une manières de s'engager, mais le pire, c'est la résignation. Sur le chemin d'un engagement comme ça, on croise des gens extraordinaires. Des êtres exceptionnels, parfois pas connus, anonymes ou connus. Moi, j'ai rencontré en France des gens comme Théodore Monod, Pierre Rabhi, et à l'étranger, des gens comme Nelson Mandela. Je sais qu'il y a une patte humaine qui est en train de générer le changement. Le changement, il est déjà en marche. Il n'est pas forcément visible, mais je le sens. Voilà. Et donc, moi, ce que j'essaye, je veux lui être le brise-glace, essayer de contribuer à lui libérer de l'espace.